Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Dans cette nouvelle vidéo de notre série qui a rapport avec le fine-tuning, nous allons nous intéresser à la mise en application de tout ce qu'on a appris précédemment par rapport au fine-tuning. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma première vidéo pour mieux comprendre les petites techniques, les paramétrisations qui seront mises en application ici. Dans cette vidéo, nous allons en première position nous attaquer à la partie de la data préparation où nous allons regarder la question de tokenisation de plus près sur un bon dataset. À la suite de ça, nous allons passer à l'apprentissage de notre modèle. Et pour ce faire, nous allons regarder quelques paramétrisations qui ont rapport avec l'apprentissage, le LoRa. Et cela va faire suite à une forme d'inférence que nous allons effectuer avec notre modèle pour voir sa pertinence et voir ce que nous pouvons en tirer. C'est parti. Alors, nous passons sur notre notebook pour essayer d'évaluer un petit peu la question de fine-tuning. Et quoi? Qu'est-ce que nous allons commencer par regarder en première position? Déjà, nous voulons faire de fine-tuning et plus précisément le instruction fine-tuning. Et pour ce faire, il y a plusieurs manières d'attaquer le problème. Déjà, le instruction fine-tuning veut qu'on utilise des instructions pour faire notre fine-tuning. Et pour ce faire, il y a une stratégie qui s'appelle le supervised fine-tuning, le SFT. Ça consiste en effet à mettre en place la stratégie des instructions qui sont des inputs, qui sont des questions, et des outputs qui sont des réponses, qui sont des sorties qui ont rapport avec les instructions qui ont été données. Nous allons nous attaquer dans cette vidéo par rapport à l'utilisation de cette manière de faire. Il y a aussi une autre manière de faire, de fine-tuner notre modèle, qui est la manière de faire qui est basée sur le renforcement, l'apprentissage par renforcement, en utilisant des retours émanant de personnes. Donc, c'est-à-dire le modèle donne une réponse et puis une personne juge la qualité de cette réponse-là. Donc, on peut remarquer déjà que c'est une manière de faire qui est super lourde, qui consomme beaucoup de ressources. Donc, voilà, on ne va pas s'aventurer sur ce chemin-là. Alors, quelles sont les librairies que nous allons utiliser dans notre périple? Nous aurons à travailler en première position sur Dataset. Dataset est une librairie qui émane de Hugging Face. Donc, de Hugging Face, il y a plusieurs datasets. Lorsque nous-mêmes, on va mettre en place notre dataset, on pourra le faire loger chez Hugging Face. Et ainsi, d'autres personnes pourront le prendre, faire un travail, fine-tuner un travail avec. Donc, cela est très important pour nous d'utiliser dataset. Alors, il y a aussi Transformer, qui est basé aussi sur Hugging Face, qui nous permet d'avoir accès aux modèles LLM qui existent. Enfin, il y a plein de modèles déjà qui sont installés chez Hugging Face, qui sont domiciliés chez Hugging Face, donc facilement on pourra avoir accès à tout cela. Il y a Accelerate qui nous permet qui permet d'accélérer notre travail de fine-tuning, parce que on n'est pas sans savoir que le fine-tuning prend beaucoup de temps et consomme beaucoup de temps aussi en termes d'énergie, en termes computationnels, ainsi de suite. Donc, nous aurons la librairie PEF où nous allons pouvoir prendre toute la paramétrisation qui a rapport avec tout ce qui a sur le paramètre Efficient Fine-Tuning, c'est-à-dire le LoRa, ainsi de suite. Nous aurons la librairie TRL qui nous permet d'utiliser en fait la classe Supervised Fine-Tuning, le SFT, pour notre fine-tuning. Il y a le Bytes and Bytes qui est une librairie qui nous facilite la configuration par rapport à la quantisation. Parce que nous allons faire une quantisation avant de passer au LoRa pour avoir en gros du Q-LoRa dans notre cas de figure ici. Il y a le Weight and Bytes qui est une plateforme, qui est une plateforme effectivement comme Hugging Face, mais qui permet de regarder un petit peu les logs lorsque nous allons faire notre entraînement, les métriques particulières que nous aurons mises en place. Alors, cela étant, on passe rapidement à... je jetais un petit peu quelques librairies qui sont là. La première chose très importante, c'est à partir de la librairie dataset, on importe load data pour pouvoir avoir accès à notre donnée. Alors, une autre
Autre chose très importante que nous allons regarder ici, c'est à partir de la librairie Transformer maintenant, nous aurons à nous aurons importé une première classe d'objets très importants, le Auto Model for Causal LM. Alors, on n'est pas à savoir qu'en fonction de l'architecture du transformer que nous avons de façon générale, il y a plusieurs manières de prendre notre LLM. Je m'explique. Nous avons trois types d'architecture qui ont rapport avec le transformer, c'est-à-dire nous avons les transformers qui ont à la base deux parties, la partie encodeur et la partie décodeur. Donc les LLM peuvent être basés sur un transformer qui s'intéresse seulement à la partie encodeur. On peut avoir des LLM qui prennent le siège seulement sur la partie décodeur et puis avoir aussi des LLM qui prennent en considération les deux parties. Donc, lorsque nous sommes en face des LLM qui sont basés sur des transformers qui se fondent uniquement sur la partie encodeur, on utilise par exemple ce que nous appelons le Mask Language Model. Et c'est souvent le cas par exemple par rapport à BERT et Roberta par exemple, qui sont des LLM basés uniquement sur la partie encodeur. D'autres modèles basés sur la partie décodeur, par exemple, sont des modèles qui utilisent tout ce qu'on appelle le Causal Language Model. Donc, avec les transformers basés uniquement sur la partie décodeur, nous allons utiliser comme modèle de pré-entraînement le Causal Language Model. Et ici, en guise d'exemple, nous pouvons avoir le GPT, nous pouvons avoir le Bloom. Autre chose très importante, c'est qu'il y a les transformers qui sont basés sur les deux parties de notre transformer, c'est-à-dire la partie encodeur et la partie décodeur. Donc ici, c'est des modèles qu'on qualifie de sequence to sequence et qui font un travail qui ont rapport en grande partie sur la translation, le test summarization, ainsi de suite. Donc, en guise d'exemple, nous avons par exemple le C5, le T5, nous avons par exemple le BART. Alors, donc, on sait pourquoi on utilise alors ces classes-là ici. Parce que nous voulons travailler probablement avec un LLM qui est basé sur la partie décodeur uniquement. Donc, c'est pourquoi on utilise le Causal Language à ce niveau. Il y a le Auto Tokenizer qui est la classe qui nous permet de faire truc-là, d'utiliser toutes les ressources qui ont rapport avec la tokenisation de notre dataset. Voilà. Le Bytes and Bytes Configuration pour tout ce qui a rapport avec la quantisation. Autre classe importante ici, c'est Training Argument and Trainer. Alors, Training Argument nous permettra de prendre en considération toutes les petites paramétrisations que nous voulons effectuer avant de lancer notre entraînement de notre modèle. Et pour faire l'entraînement de notre modèle, nous allons utiliser Trainer. C'est le fameux point fit qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on fait la classification, la régression avec nos modèles de machine learning habituels. Generation Configuration aussi, c'est pour faire quelques configurations. Et en fin de compte, il y a Pipeline. Pipeline nous permettra de mettre en place un pont qui va lier notre modèle, le tokeniseur, le prompt qu'on veut peut-être utiliser pour pouvoir faire de l'inférence. Alors, si tout cela est clair, nous passons à la deuxième partie. Alors, une première chose, c'est que quoi? Pour travailler sur notre fine-tuning, ne nous mentons pas, nous ne pouvons pas utiliser un CPU. Donc, il faudra qu'on s'assure que dans notre travail ici, nous utilisons un GPU. Et pour ce faire, par exemple, avec Touch, on va juste regarder l'existence d'un GPU. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, c'est Touch Device. Et puis, s'il y a de CPU il y a de GPU qui est disponible, il va nous renvoyer Kunda 0, ce qu'il a fait dans le cas de figure ici. Et pour s'assurer, vous pouvez regarder sur Google Colab, on a accès au CPU à ce niveau. Voilà. On peut changer, dépendamment de ce qu'on veut, au niveau de modifier le type d'exécution. Voilà. On a CPU, celui qui est utilisé d'habitude, et on peut passer au GPU. Mais cela est limité dans le temps. Donc, après quelques temps, ça se désactive encore. Donc, voilà. Donc, on continue. Maintenant que tout cela est bon, nickel, passons à la première chose, la préparation de la donnée.
ici, nous allons nous intéresser à deux types de données. Une première, enfin, pour ces données-ci que nous allons regarder, c'est des données qui émanent de chez Alpaca. Et on regarde un petit peu. Alors, parfait. Alors, regardons, c'est quoi déjà le dataset, à quoi cela ressemble, en gros. Donc, c'est un dataset qui est hébergé chez Hugging Face, voilà. Et on peut regarder que c'est un dataset qui a la partie train, la partie test, probablement aussi, évidemment. Et du coup, il est divisé en trois parties. Alors, dans notre dataset, il y a la partie output, la partie input et la partie instruction. Donc, on donne l'instruction et s'il y a des inputs, on donne les inputs avant d'avoir le retour. Donc, c'est un grand dataset quand même. Et alors, c'est constitué de voilà, 51 000 comme ça, lignes, donc c'est pas petit, c'est énorme. On va s'en servir. Alors, pour faire, pour l'utiliser à bon escient ici et pour ne pas bousiller notre bloc-notes, nous allons utiliser ça en streaming, c'est-à-dire on va le prendre en même temps, en ligne directement, en même temps qu'on l'utilise. Donc, on ne va pas le stocker sur notre machine ici. Donc ici c'est fait, donc regardons de plus près avec Print Dataset. Donc on a effectivement le output, on a le input et puis on a l'instruction, tout simplement. Alors maintenant que nous avons toutes ces informations, on peut se dire, voilà, on a les paires d'informations que nous recherchons déjà. Alors regardons cela de plus près. Alors voilà, parfait. Donc on a les paires d'informations, c'est-à-dire on a output, ici par exemple, eat et balance. And nutrition, diet, make, and so on. Donc, regardons celui-là. Il y a... voilà, il y a le input aussi qui est dedans. Et puis, il y a le instruction qui est dedans. Et donc, cela est naturellement ce que nous avons ici. Donc, c'est en effet chaque ligne. Alors, chaque ligne qui est prise en considération. Hein, la ligne qui est là, son instruction, son input et puis son output, tout simplement. Autre chose, par exemple, regardons un peu cette ligne-là. What are the three primary colors? The three primary colors are red, blue, yellow. Problème. Vous voyez, là, ça c'est une erreur, c'est pas possible. c'est blue, c'est red, blue et puis green qui sont en fait les primary colors. Donc la question de qualité de la donnée est aussi importante, très importante. Donc, il faut regarder cela de près, fixer, nettoyer de long en large avant de sauter sur la question de fine-tuning. Donc, revenons sur notre test. Donc, ce que nous avons ici, c'est un dataset, mais voilà, avec plusieurs colonnes. Voilà. On peut se rendre à l'évidence si on convertit tout simplement ce JSON normalement en data frame. On peut facilement, avec la fonction JSON normalized, on peut avoir un petit peu tout ce que nous avons là sous forme de data frame comme on a l'habitude de traîner avec les autres modèles. Donc, regardons de plus près. Parfait. Donc, nous avons output, effectivement, avec tout ce qui est là, le input et puis instruction. Nickel. Si ça, c'est bon. Qu'est-ce que nous allons regarder à la suite? Nous avons notre donnée qui est sous la forme de output, input et puis instruction. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de combiner toutes ces informations. On va les concaténer pour avoir des paires d'informations, d'instructions en string unique. Voilà, donc c'est-à-dire, on va concaténer tout ce qui a rapport avec le output, le input et puis l'instruction, suivant une manière de faire. Donc, pour ce faire, déjà, regardons qu'il y a des fois, on n'a pas de input, et puis il y a des fois, on a de input. Donc, ici, par exemple, on a de input, là aussi, on a de input. Mais là, on n'en a pas de input, mais on a quand même notre output. Donc, on fait pour ce faire, on met en place notre prompt qui va prendre en considération tout cela. Donc, notre première prompt nous dit below is an instruction that describes a task pairs with an input that provide further context. We also have our output which is appropriate response to the request. Donc, ici, on lui dit prends de notre dataset, prends l'instruction, tu le mets là, le input, tu le mets, et puis le output. Donc, pour façonner la ligne, le string qui nous permet d'aller vers
notre fine-tuning. Et vu que dans notre tableau, nous avons deux manières de faire, c'est-à-dire nous avons des parties où il n'y a pas des inputs, des parties où il y en a. Donc notre premier prompt plutôt avec le input, on va prendre en considération l'input évidemment. Et puis le deuxième ne va pas considérer input. Donc ici, there is an instruction that describes a task. We also have an input and an output which is appropriate response to the request. Et ici, on a seulement le instruction et puis nous avons le output, tout simplement. On va juste prendre ces prompts-là et les appliquer à notre data, à notre dataset. Et lorsqu'on le fait, alors c'est juste une fonction, dès qu'il y a le input qui est remarqué dans notre entrée, il va utiliser le template with input. Et lorsqu'il n'est pas le cas, il va utiliser le template without output par rapport à notre prompt. Donc, ce faisant, oh, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Oui, effectivement, je ne savais pas lancer celui-ci. Parfait. Donc, ce faisant, donc il est en train de matcher tout ça pour formater tout, pour avoir notre dataset normal. Voilà ce que nous devons utiliser. Donc, regardez une première ligne, comment cela se passe. Et pour ce fait, voilà, c'est parfait maintenant. On a below is an instruction that describes a task. We also have an output which is appropriate to respond to the request. Donc là, on peut remarquer qu'ici, il n'y a pas de partie input et donc il a juste considéré le deuxième prompt que nous avons. Donc c'est-à-dire instruction give 3 tips for staying healthy. Et puis la réponse, elle est donnée. Donc c'est des datasets qui doivent être structurés dans cette logique-là qu'on va utiliser pour faire notre fine-tuning. Alors, si cela est clair, bon, on peut regarder un peu plus loin pour se rendre à l'évidence que ce n'est pas le même prompt quand même qui est utilisé partout. Donc, regardons un peu. Il y a par exemple celui-ci. Ici, voilà. Oh, par rapport en fait au deuxième. Alors, voilà. Ici, par exemple, il y en a utilisé de input. Donc, ici, below is an instruction that describes task and so on. Et puis, il y a instruction, rate the following paintings and so on. And then, input. Il a donné des inputs et puis, il a eu la réponse. Donc, effectivement, on a pu retransformer notre dataset à telle enseigne qui a les parties qui utilisent le premier prompt et les parties qui utilisent le deuxième prompt. Donc, c'est cela un travail énorme à effectuer en amont. Très important. Alors, maintenant que tout ça est bon, voilà, nous allons utiliser un autre dataset parce que moi, je ne vais pas utiliser celui-ci pour continuer le travail. Moi, je vais faire du fine-tuning sur des données qui ont rapport avec le domaine médical. Voilà, je veux parfait mon modèle sur ça. Donc, quel modèle je vais utiliser? Je vais utiliser le modèle Phi2 qui est développé par Microsoft. Donc, je prends le modèle de base et puis je vais le transformer en fait, de le fine-tuner sur mes données médicales. Donc, on peut jeter un coup d'œil par rapport à ces données-là. Voilà. Alors, donc ici, on peut regarder déjà que là, on a les données qui sont déjà un peu propres pour nous parce qu'on a la ligne qui nous dit déjà instruction, assistant. Donc, il y a l'instruction et puis l'assistant qui donne la réponse, tout simplement. Donc, il dit how to prevent lung cancer, for instance, key point, avoid risk factor and increase protective factors and so on, may help prevent. Donc, ils ont dit les choses. Donc, voilà, on a déjà nos lignes, nos strings bien formés par rapport à ce dataset-là, par exemple, que nous allons utiliser. Alors, ce dataset est constitué de 1000 lignes. Alors, l'autre, c'était 50 quelques. Et puis, voilà, moi, je ne voulais pas prendre tout quand même. Je peux prendre juste une partie, mais bon, je préfère prendre un petit dataset. Voilà. Donc, effectivement, on a juste notre entrée qui est test, qui prend en considération toutes les informations de la ligne. En fait, 1000 lignes aussi. On peut regarder aussi à quoi ressemble une ligne. Voilà, enfin, il a dit premier. Donc, instruction et puis assistant. À chaque fois, instruction, assistant. Et c'est un dataset qui est désigné, enfin, qui est juste pris en considération pour le truc, tout ce qui a rapport avec le domaine médical. Donc, de grâce, chaque fois qu'on veut fine-tuner notre modèle, en fonction de ce que nous voulons faire, il faut aller chercher les données dans cette logique-là. Donc, alors, maintenant que nous avons tout ça qui est bon, nous allons passer à la deuxième étape. C'est-à-dire, on va charger notre modèle, le modèle que nous voulons fine-tuner, et puis, on va mettre en place le tokeniseur. Voilà.
Donc, pour ce faire, nous voulons utiliser le modèle Fire2 qui émane de chez Microsoft. Il est domicilié chez Hugging Face, donc on peut l'appeler comme ça, tout simplement avec ce lien. Voilà. Et après l'avoir fine-tuné, on veut l'appeler, je l'appelle Fire2 Made Quartz, tout simplement. C'est le nouveau nom que je vais donner à mon nouveau modèle que j'aurai finalement acquéri. Tokenizer. Par rapport à ça, nous allons utiliser à partir de la classe tokenizer avec la fonction from pre-trained. On envoie simplement notre modèle, notre base model qui est alors je mets tout simplement ici base model tout simplement et puis use fast, je fais rapidement avec cet argument là. À la suite, par rapport au tokenizer, nous donnons un padding, voilà, et on donne des zéros par rapport au padding et on le fait du côté droit. Donc, allez regarder la première vidéo pour vous s'empirer de ce qui est dedans. Alors, notre tokenizer, il fait son travail, c'est bon, c'est nickel. On passe maintenant à la partie de l'entraînement. Alors, avant de commencer cette partie d'entraînement, lorsqu'on obtient notre tokenizer, on peut appliquer déjà ce tokenizer sur notre dataset et avoir un nouveau dataset mais tokenisé. Mais on peut ne pas le faire et spécifier tout cela dans une structure, dans notre structure de trainer, de la classe trainer qui prend en considération tout ça, grosso modo. Et c'est ce que nous allons faire ici. Donc, par rapport à notre training, voilà, effectivement, la première chose très importante que nous voulons regarder, c'est quoi? Avoir accès à une forme beaucoup plus légère de notre modèle. Et pour ce faire, nous allons faire le quantization. La question liée au quantization, c'est pour faire court, hein, c'est juste une manière de charger. Parce que je prends un exemple. Lorsque nous prenons les nombres, leur représentation, ils ont une représentation dans notre machine. Voilà. Ils ont une représentation avec partie ci, partie mantis et puis autre chose. Et donc ici, on peut avoir des nombres qui sont représentés sur 32 bits ou encore 16 bits. Et nous allons décider par exemple de le représenter par exemple sur 4 bits, par exemple sur 2 bits. C'est vrai, on perd un peu d'informations, mais dans notre cas de figure, on peut toujours avoir les performances escomptées. C'est vrai, ils seront un petit peu détériorés quand même, mais on a quelque chose quand même qui parle plutôt mieux. Donc ici, pour notre fine-tuning, nous allons utiliser nous allons quantiser en effet le modèle pour pouvoir avoir un modèle qui n'est pas représenté sur 32 bits, mais qui est représenté sur 4 bits. Donc les poids sont en effet des valeurs, on le sait tous. Les poids d'un modèle sont des trucs 0, quelque chose, 0, je sais pas, plein. Et donc on va les représenter, au lieu de les représenter sur 32 bits, on va le faire normalement sur 4 bits. Alors il y a un article ici qui est très intéressant qui en parle d'ailleurs. Et si je vais un peu loin là-dessus, je vous invite déjà à les regarder. Hein, voilà. Un nombre, il est représenté sous cette forme-là, -1, sign, base, exponent et puis significant. Et donc, voilà, c'est très bien représenté ici. Bah, si je prends par exemple le 3.14, 15, ainsi de suite, il est représenté sous cette forme-là. Et donc, on peut du coup le représenter, mais avec moins de bits. Donc, ici, par exemple, c'est le 32 bits float. Ici, c'est le 16 bits float. Et puis, ainsi de suite. Voilà. On peut faire ce qu'on a envie de faire par rapport à la quantisation. Tout ça. Donc, ici, nous allons faire une quantisation mais sur 4 bits. Voilà. Et pour ce faire, nous allons utiliser bytes and bytes config, la classe. Et de cette classe-là, on va en première position utiliser l'argument load in 4 byte true. C'est très important. Et lorsque on fait ce travail, on donne le nouveau type que nous voulons avoir alors, qui est le NF4. On le précise ça. Et voilà, deux autres arguments dont on n'a pas forcément besoin. Voilà. Je laisse. Alors, maintenant que nous avons quantisé le modèle, on va le charger avec cette forme de quantisation qu'on a effectuée.
Et pour ce faire, le modèle, on le reprend tout simplement. Alors, il ne faut pas que je me trompe. J'ai appelé ça base model ici. Donc, je le reprends tout simplement. Alors, on est là. Tac. Alors, voilà. Donc, nous avons à partir de la classe toujours auto model for causal LM parce qu'on sait pourquoi on utilise celui-là maintenant. On peut utiliser un autre. Voilà. On va appeler notre modèle, base model. On a appelé la configuration de quantisation qui a été décrite, c'est le BBN config que nous avons décrit tout simplement ici au préalable. Et voilà, on le spécifie par exemple qui se base sur l'utilisation qui utilise le GPU pour faire le travail, sinon il ne va pas réussir à le faire. Avec le CPU, il ne va pas réussir à le faire. Voilà, ce qui est important déjà à prendre en considération ici. Alors, ça se passe très très bien. Donc, après 1 minute, voilà, tout s'est bien passé, très bien. Et donc, regardons un petit peu le modèle maintenant. Voilà, on va regarder un peu sa structure. Donc, nous avons notre modèle Phi2, voilà, qui se décline avec des tokens et so on. Et il y a aussi des couches, voilà, et des couches particulières, le Q-Proj, le K, le V, et so on, dense, qui sont des couches linéaires. Gardons ça à l'esprit. Ici aussi, on en a d'autres qui sont aussi des couches linéaires, le FC1 et puis le FC2. Donc, c'est un petit peu la structuration, la forme de notre modèle, du modèle que nous voulons utiliser. Alors, maintenant que nous avons fait tout ce qui a rapport avec la quantisation, on a fait ça. Alors ici, on va passer maintenant au LoRa. On va appliquer le LoRa. Et pour ce faire, nous aurons besoin en première position d'utiliser une fonction prepare model for Q-byte training, qui est très important, qui permet de rendre le modèle accessible à prendre en considération la structuration de LoRa. Et déjà, regardons un peu ce modèle-là et essayons de voir la pertinence de l'utilisation du LoRa. Donc, regardons, avec cette fonction-là, on essaie de regarder un petit peu tous les paramètres qui sont là. Et puis, les paramètres qui, après avoir appliqué le LoRa, le nombre de paramètres que nous allons finalement entraîner dans notre modèle. Donc, par rapport à notre modèle, effectivement, nous voulons utiliser LoRa. Pour ceux qui ont déjà regardé la première partie de ma vidéo, il faut un paramètre, qui est un hyperparamètre R, qui permet de spécifier le rang réduit sur lequel nous voulons travailler. Il y a d'autres paramètres là qui ont rapport avec alpha, un certain alpha, et puis le drop out. Le drop out, c'est pour tuer quelques poids pour éviter l'overfit. Ceux qui appliquent déjà beaucoup le deep learning savent de quoi je parle par rapport à celui-là. Alors, task type, causal LM. Ça, c'est déjà clair parce qu'on travaille avec un modèle qui est fondé uniquement sur la partie décodeur. Voilà. Alors, pour faire notre LoRa, il faut à chaque fois spécifier, c'est-à-dire les couches qu'on veut réentraîner. On adapte comment on appelle, notre transformation, notre nouvel apprentissage par rapport à certaines couches spécifiques. Donc ici, nous allons nous occuper seulement des couches linéaires. Et les couches linéaires que nous avons, ils sont là. Tout simplement, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, celui-ci, il est le linear 4 byte. Donc il y a le Q, Proj, le K, le V et le dense. Et à ce niveau, nous allons le FC1 et puis le FC2. Donc, c'est tout simplement ces modules-là, ces couches-là, qu'on spécifie à notre LoRa au niveau de target modules. Donc, on lui spécifie que c'est seulement sur ces couches-là qu'on veut faire notre nouvelle fine-tuning. Tout simplement. Et donc, on applique avec la fonction getPath model, on applique tout simplement tout ce que nous avons eu précédemment à notre modèle. Et puis, voilà, et puis, un instant. Alors, et puis on va regarder maintenant c'est quoi, comment les choses se comportent par rapport à, voilà. À la base,
nous avons combien de paramètres qui sont entraînables? On peut regarder un peu, ça fait... Alors, 9 millions. Alors, 9 millions, enfin, hein, plus de 9 millions. Hein. Donc, 94 millions. Ouais, c'est ça, 94 millions. Mais nous, on va seulement... Ah non, je trompe. Alors, il y a à la base... Oh là là, il y a ça. Il y a ça. 1 milliard. Voilà, donc il y a 1 million, 600 millions et quelques paramètres à travailler à la base, qui sont fine-tunables, enfin qui sont tunables en quelque sorte. Et nous allons simplement nous accorder à fine-tuner 5%, 5,44% de notre modèle initial au vu de la paramétrisation, de cette paramétrisation qu'on a mise en place, tout simplement. Donc, je rappelle tout simplement, on est à l'étape de l'entraînement proprement dit maintenant. Et donc, sur ce, je rappelle simplement que notre new model, c'est-à-dire lorsque nous allons obtenir notre nouveau modèle, on va l'appeler simplement Phi2 Midquad. Alors, les paramètres par rapport à l'entraînement, très importante. Chose très importante à regarder. Première chose, c'est bon, voilà, le chemin où on veut faire domicilier cela à la fin sur notre machine, bien sûr. Quelques paramètres qui ont rapport ici avec, par exemple, le Parent Device Train Batch, enfin, la quantité d'éléments que nous allons chaque fois envoyer par rapport à l'entraînement. Autre chose, par exemple, le learning rate qui est assez important, le learning rate, et puis l'optimiseur que nous allons utiliser ici qui est le ADAM qu'on a l'habitude d'utiliser au niveau du deep learning simple qu'on fait de l'autre côté, mais qui est juste refait par rapport à cette problématique liée au LLM. Les types que nous sommes en train de travailler sont les types linéaires, les types qui sont en train de fonctionner, les types linéaires. Et par exemple, nous demandons que le rapport soit envoyé à W, weight and byte. C'est ce que j'ai montré un peu plus loin. Voilà, weight and byte, c'est quoi ça en fait? Weight and byte, c'est voilà, it is a AI developer platform with tools for training model, fine-tuning model and leveraging foundation model. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est mis en place, qui permet de centraliser plein de choses qui ont rapport avec le fine-tuning. Donc je vous invite à le regarder avec attention. Donc cela étant, voilà, l'avant-dernière étape, c'est nous, à partir de TRL, on importe notre SFT trainer, le supervised fine-tuning trainer dans la classe là. Tout simplement, alors ici, je ne l'avais pas checké. Il faut que je fasse ça. Donc, et dès cet instant, par rapport à cette classe-là, je donne le modèle, voilà le modèle que je vais fine-tuner. Je donne le train set qui est ma donnée, que je suis en train de travailler par rapport à l'évaluation. Si je prends ça, simplement, je ne vais pas trop me casser la tête. Et le champ qui est utilisé par rapport pour faire le fine-tuning, c'est le champ qui a rapport au test. On a remarqué un peu plus haut qu'il y a le test qui prend en considération tous nos strings. Et on lance le travail et dès que cela termine, on enregistre maintenant ce travail-là dans New Model qui sera le deuxième truc. Alors, je ne vais pas le garder ici parce que je l'ai fait précédemment et ça m'a coûté 47 minutes. Voilà, ça a pris du temps. Donc, je vous épargne ce travail-là. Voilà. Et après cela, qu'est-ce que nous obtenons? On obtient un petit peu le training qui a rapport avec un tableau récapitulatif qui a rapport avec la progression de notre fonction Lost. Donc, voilà. On part entre 1.78, on descend à 1.30, ainsi de suite. Voilà. Et pour regarder cela de plus près, c'était le seul. Alors, je l'ai entraîné il y a 3 heures de temps déjà. Et par rapport à lui, on a un petit peu une idée du comportement qu'a eu notre modèle pendant l'entraînement. Donc, on peut le regarder par rapport à plusieurs configurations ici. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vous invite à le regarder de plus près, suivant ce que vous voulez faire comme travail. Voilà.
cela étant, revenons à nos moutons, nous allons maintenant penser par exemple à faire comment on appelle, une inférence. Hein. On va pouvoir faire une inférence utilisant notre modèle. Et par exemple, sur ce modèle-ci, regardez un petit peu, voilà, on utilise la fonction prompt. On veut essayer d'utiliser un prompt particulier pour adapter la réponse que nous recherchons. Donc ici, on lui donne comme question What are the treatments for gastrointestinal calcicoid tumors? C'est bon. Et donc, on lui dit, bon, essaie de le prendre suivant cette logique-là, c'est-à-dire l'instruction sera alors le prompt que nous avons donné précédemment. Et à la suite de ça, on va utiliser pipeline pour essayer de mettre en relation, alors on le spécifie, la tâche que nous voulons effectuer qui est, on veut générer des tests. Et donc, on lui spécifie le modèle. Le modèle, c'est le modèle qu'on vient d'entraîner, qui est juste donné, le tokeniseur, celui qu'on a utilisé pour entraîner le modèle, et puis on lui donne une limite de longueur. Et puis, à cette classe de pipeline qu'on a mise en place, on applique alors notre instruction, tout simplement, et on essaie d'afficher le résultat. Donc, je l'ai fait déjà en amont, parce que le modèle, je l'ai entraîné en amont pour pouvoir avoir assez de réponses. Sinon, je ne peux pas le faire en nez comme ça va prendre trop de temps. Ça m'a pris 47 à 48 minutes pour avoir le modèle. Donc voilà, donc après avoir fait, regardons un petit peu ce qu'on a envoyé effectivement à notre modèle. On a envoyé ceci, c'est-à-dire instruction, what are the treatment for les pubs. C'est ce qu'on lui a donné et il nous donne ceci comme réponse. C'est ça qui est là, un treatment for. Il a juste repris ça à ce niveau. Donc on a ici treatment for tumor may include following surgery, chemotherapy, radiation therapy, and so on, target therapy. Donc plus précisément, suivant cette session d'instruction, on a essayé de regarder un petit peu comment on peut fine-tuner un modèle. C'est vrai, il y a plusieurs manières de toucher, de reparamétrer les choses en suivant ce qu'on veut faire. Effectivement, on n'a peut-être pas pris en considération toutes les informations qui peuvent rester dans cette logique, puisque c'est quelque chose d'énorme, de vaste. Pour d'autres vidéos, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser entrevoir dans les commentaires. Likez, abonnez surtout pour donner la force à ça, pour permettre aux gens de voir et donner aussi la force pour continuer le travail. Ça sera tout pour aujourd'hui et ça sera tout aussi pour cette série de vidéos sur le fine-tuning. Merci pour votre attention. Bye bye. Abonnez-vous.